Bonjour, nous sommes le samedi 19 août 2023 avec une météo qui était très bonne hier parce que bon, on a eu une espèce de chaleur qui était là. Je ne veux pas dire une canicule parce que canicule c'est autre chose. Bon, on a eu nos 30 degrés. On a tourné autour des 30 degrés, mais on n'a pas eu 40 degrés parce que canicule ça commence à partir de 35, 36, 37. Ça commence à faire fort chaud là-bas. Alors certains pays connaissent 50 degrés. Bon là, bon, euh, ça devient très difficile de supporter une telle chaleur. Des 50 degrés, voire 54, 55. Bon, là on commence à. Voilà, on devient un petit peu. On commence à chauffer fortement avec 50 degrés. On commence à. Je m'excuse du terme, mais c'est cramé. On commence un petit peu à cramer aussi. Voilà, si on s'expose au soleil à 50 degrés. Donc il faut, quand on a 50 degrés, ben, il faut trouver des endroits où il y a de l'ombre. Hein. C'est se mettre beaucoup à l'ombre. Ou se protéger en tout cas des rayons solaires. Bon, ceci étant dit, aujourd'hui il pleut un tout petit peu. Voilà, la température a rechuté un tout petit peu. Et il pleut un tout petit peu. Bon, ça ramène voilà, du rafraîchissement. Alors si je veux parler de ce qu'on appelle dans cette vidéo l'inférence statistique, au travers d'un exemple, je vais juste donner un exemple. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? L'inférence statistique, c'est un ensemble de techniques qui permet d'induire. Alors j'ai bien dit d'induire, c'est-à-dire de trouver les caractéristiques d'un groupe général, par exemple la population. Alors, bien sûr, vous aurez compris que je prends un exemple qui est les élections. C'est le meilleur exemple qui peut être pris pour expliquer l'inférence statistique. Alors, bien sûr, comment peut-on prédire les élections quelques jours à l'avance? Mais c'est par rapport aux premiers votants. Les premiers votants, ben, on en constitue un échantillon. Et ayant l'échantillon, en connaissant voilà, les caractéristiques de l'échantillon, ben, on peut prévoir par des méthodes de calcul voilà, ce qui va se produire voilà, en finalité pour toute la population. Grâce à un échantillon, ben, on va pouvoir trouver, enfin, prédire, prédire ce qui va se passer avec un intervalle de confiance euh, donné et assez grand. Hein. L'intervalle de confiance, généralement, de les prédictions comme ça avec les échantillons, etc. Ben, on peut avoir 95%, voire 98% d'intervalle de confiance en fournissant, bien sûr, une mesure de la certitude de la prédiction, c'est-à-dire, on va prédire, mais avec une grande certitude, et ça, c'est bien sûr, c'est le calcul des probabilités qui vont faire en sorte qu'on aura voilà, cette certitude de prédiction, ce qu'on appelle la probabilité d'erreur. Donc, voilà, on peut avoir un intervalle de confiance assez grand, comme je veux dire, 95 voire 98%, et de se dire, bon, qu'est-ce qui peut gagner des élections? Alors, je vais vous montrer dans un petit exemple. Mais avant toute chose, sachez que quand on parle d'élections, ben, il y a différents types d'élections. Hein. Alors ici, vous avez les élections présidentielles, les élections législatives. Ah oui, ici, je suis sur élections, élections avec s.intérieur.gouv.fr, c'est un gouvernement français, bien sûr. Ici, c'est les élections, c'est les scrutins, hein, tout ce qui est scrutin. Voilà, en France, ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, les élections en France, les scrutins. Alors bien sûr, les élections, euh, c'est d'élire une ou des personnes, ça dépend du type d'élection, d'élire une ou des personnes. Donc il y a des électeurs et des personnes qui vont se faire élire. Bien sûr, quand on dit élection, ben, normalement tout doit se faire de manière légale. Voilà, c'est pas un cirque. Hein. On fait pas de n'importe quoi. Encore, je respecte le cirque parce qu'ils font des très bons numéros. J'aime bien le cirque d'ailleurs. Euh, J'aime bien tout ce qui est, voilà. Mais c'est vrai que je peux pas parler comme ça, mais le cirque c'est quand même aussi des numéros organisés, très bien faits. C'est vrai que je m'excuse de prendre cet exemple-là. Je veux dire par là que les élections doivent être cadrées, c'est ça que je veux dire, au niveau légal. On ne fait pas du n'importe quoi. Je m'excuse pour l'exemple avec le cirque, parce que j'aime bien le cirque aussi. Parfois aussi, j'aime bien faire le cirque. Donc tout le monde, c'est agréable, le cirque, c'est agréable. Voilà. Donc je parlais des élections. Euh, les élections doivent être cadrées au niveau légal. Au niveau légal, donc il y a du droit, un droit qui est caractéristique et qui stipule toutes les règles à suivre dans les différents types d'élections. Parce que les élections, on a différentes sortes. Vous voyez qu'il y a l'élection présidentielle, là, c'est le premier. Scrutin en suffrage universel majoritaire à 2 tours pour l'élection du président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable.
Alors vous avez les élections législatives, scrutin au suffrage universel direct pour l'élection de 577 députés à l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans renouvelable. Vous avez les élections sénatoriales, scrutin pour les élections des sénateurs pour un mandat de 6 ans renouvelable. Les élections européennes, scrutin pour l'élection des représentants des citoyens européens pour un mandat de 5 ans renouvelable. Les élections régionales, scrutin pour les élections des conseils régionaux pour un mandat de 6 ans renouvelable. Les élections départementales, scrutin pour les élections des conseillers départementaux pour un mandat de 6 ans renouvelable. Les élections municipales et communautaires, scrutin pour les élections des conseillers municipaux et communautaires pour un mandat de 6 ans renouvelable. Les consultations permettent aux électeurs de participer aux décisions prises par les autorités. Bon, alors, on peut avoir des élections dans beaucoup d'endroits. Dans les entreprises, on a ce qu'on appelle les élections sociales. Voilà. L'élection des représentants du personnel dans votre organisation comporte de nombreux aspects. À quoi ressemble le calendrier? Bon, ça c'est pas grave, mais ce que je veux dire là, encore une fois, ici ce sont des procédures pour les élections sociales, bien sûr. C'est toujours un cadre législatif, c'est toujours par rapport à une législation. Il y a une législation, je veux dire, qui se fait et on ne fait pas de n'importe quoi. Voilà, donc vous voyez que toute élection, là où on doit élire des personnes, quel que soit le lieu, élire dans un hôpital, ou je veux dire, élire des personnes, voilà, au niveau de la justice, voilà, ou n'importe quoi. Je veux dire, ici, c'est toujours dans un cadre légal. Donc, c'est-à-dire que vous devez suivre la législation. Vous ne devez pas ressortir, enfin, ça ne doit pas ressortir voilà, du cadre légal. Tout doit se faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire au niveau de la législation. Voilà, il y a un droit, je veux dire, qui régisse voilà, tout ce qui est élection. Élection sociale, élection et toutes les sortes d'élections. Alors, donc je parle de ça, pourquoi? Parce que je veux voir ici l'inférence statistique, et le meilleur des exemples pour parler de l'inférence statistique, c'est les élections. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a différents types d'élections que, bon, les élections nécessitent des électeurs. Hein. Des électeurs. Mais les élections vont dépendre de beaucoup de choses. Bon, elles vont dépendre tout d'abord, il y a un ou des élus, ça dépend du type d'élection. Alors ici, je prends un ou des élus, et bien sûr, les élus sont le fruit des électeurs. Bon, donc les élus dépendent des électeurs. Ce sont les électeurs qui vont faire en sorte que l'élu sera voilà, pris et on va lui administrer bien sûr un certain pouvoir à l'élu qui lui a été attribué par bien sûr les électeurs. Parce que derrière ça se cache bien sûr la notion de pouvoir. Hein. Quand on vous élit pour un poste, c'est un poste à responsabilité avec du pouvoir derrière. Et on ne fait pas n'importe quoi quand on a un poste à responsabilité. Donc encore faut-il avoir... alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on va donner du pouvoir à une personne? Et voilà, et ça c'est toute la donne. Toute la donne, elle est là. C'est comment les personnes vont réfléchir, raisonner pour attribuer je veux dire, un pouvoir à des élus. Et ça, tout est dans le jeu, tout est dans, je veux dire, voilà, dans l'aspect des électeurs. Alors, les élections vont impliquer quoi? Ils vont impliquer bien sûr, chez les électeurs, un raisonnement de type interne, c'est-à-dire qu'ils vont réfléchir. Avant, certains ne réfléchissent pas, bon, ils tapent pas papier, je veux dire, dans les urnes, ne réfléchissent pas, ou certains le font par, je veux dire, amitié, ou voilà, ou parce que par connaissance, etc. Voilà. Mais disons que il y aura quand même un raisonnement interne, même s'il est affectif, il sera d'ordre psychologique. Voilà, il y a le facteur psychologique, un raisonnement interne qui va s'induire d'un schéma. On va avoir un schéma de raisonnement, hein, chacun a son schéma de pensée, un schéma de pensée, voilà, de la personne même, au travers, bien sûr, de la psychologie. C'est la psychologie qui va induire un certain raisonnement interne et qui va faire en sorte qu'il va, voilà, mettre un papier ou va pas le mettre, parce qu'il n'est pas obligé voilà, de jeter le papier dans l'urne.
Enfin, il peut voter blanc, c'est ça que je veux dire. Ou il peut ne pas aller voter. Mais là, la loi vous stipule, normalement, les élections sont obligatoires, hein. Dès le moment où il est obligatoire, vous devez faire votre, sous peine de sanction ou de certificat médical, ben, vous devez faire votre devoir d'attribuer un pouvoir à des élus. Et donc, si vous n'y allez pas, ben, je veux dire, il faut un motif pour certaines personnes euh, qui dit que la raison pour laquelle la personne n'est pas venue faire son devoir d'électeur. Alors, je vous rappelle que le vote est un droit, c'est un droit. Donc, en fait, sauf ceux qui sont bannis au niveau juridique, il est par une condamnation au tribunal ou autre, voilà, qui fait en sorte que le tribunal dit que, bon, il n'a pas de droit voilà, il n'a plus au niveau du droit civique, il n'a plus le droit de voter 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 20 ans, voire à vie, ou peu importe, à cause d'une condamnation au tribunal. Bon, ceci implique que les élections impliquent un raisonnement interne à chacun. Donc chacun a sa psychologie et chacun a sa manière de voir les choses. Mais attention que le problème c'est que ça c'est interne. Comme je viens de le dire ici, c'est interne. Parce qu'il y a des mécanismes externes. Et là, les facteurs externes, bon, elles dépendent de la masse, elles ne dépendent pas du raisonnement de chaque individu. C'est pas un aspect individuel, mais c'est un aspect ici, on va dire collectif. Les mécanismes externes peuvent provenir peuvent provenir, je ne vais pas dire. De toute façon, qu'est-ce qui fait le collectif? C'est l'ensemble des individualités, hein. Mais l'ensemble des individualités sont variables, Tout le monde n'a pas le même mécanisme de raisonnement, tout le monde n'a pas la même, voilà, appréciation d'un élu, voilà, etc. Tout le monde ne fait pas partie du même parti politique ou du même parti, peu importe quel que soit, parce que c'est pas forcément des élections, ça peut être des élections sociales, hein, voilà, de type social. Ou les élections, je sais pas moi, ça peut être une élection, voilà, pour élire un responsable, voilà, qui va s'impliquer dans un terrain de football. Voilà, les élections sont ouvertes à beaucoup de choses, hein. C'est pas forcément des élections politiques, hein. On peut élire une personne qui va s'occuper, je sais pas, d'une buvette. Pourquoi pas? La personne qui va s'occuper de la buvette, ben, ça peut se faire par élection au sein d'un groupe. Voilà, dès le moment où il y a un groupe, on, on- on fait en sorte qu'on va attribuer un pouvoir par l'élection des électeurs du groupe qui vont attribuer voilà, certaine responsabilité à une personne qui leur sied. Maintenant, ça va pas, euh, je veux dire, tout le monde ne sera pas contenté fatalement de cette but des élections. Les élections font en sorte que c'est la majorité qui gagne, et donc dès le moment où il y a une majorité qui gagne, il y a toujours une minorité qui est lésée. Mais la responsabilité de l'élu qui a été voilà, vainqueur, ben, il doit bien sûr travailler pour le groupe et pas que pour une partie du groupe. Parce que bon, s'il est élu par un groupe, il doit travailler pour le groupe, même si une partie du groupe l'a élu. Donc il ne doit pas faire en sorte que contenter une partie du groupe et le restant, ceux qui n'ont pas été élus, seraient, je veux dire, lésés. Non, ça ne se passe pas comme ça. Bon, donc je disais que il y a des raisonnements internes, je dirais même des raisonnements internes qui vont être impliqués au travers de schémas de pensée psychologiques qui font en sorte que pourquoi une personne va voter de cette manière-là et pas d'une autre. Ensuite, il y a mais comme je vous ai dit, des mécanismes externes. Bon, qui peut dépendre de beaucoup de choses, hein, de la psychologie, mais beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais là, on va regarder justement qu'est-ce qui pourrait, l'élection est fonction de quoi. L'élection peut être fonction de quoi. Alors ici, je vais mettre toute une panoplie voilà, de, 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 euh, de variables pour lesquelles va dépendre l'élection. L'élection sera le fruit de quoi? Ben, de beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors,
c'est pas forcément quelque chose qui vient par gradation, 1, 2, 3, 4, 5, non. Ici, je vais les mettre dans, voilà, un espèce de bric-à-brac où tout est mélangé. Et je veux dire, il n'y a pas quelque chose. On pourrait faire une étude de savoir qu'est-ce qui viendrait en premier. Voilà, mais ou en second, en troisième, mais ici, c'est pas quelque chose, voilà, qui doit être, je veux dire, euh, qui vient en fonction d'une échelle. Ici, il n'y a pas d'échelle. Ici, c'est du bric-à-brac. Je vais mettre ça au fur et à mesure. Bien, par exemple, c'est certains seront confrontés au temps de parole, au temps de parole vis-à-vis d'un média ou d'un journal. Bien sûr, le temps de parole d'un candidat. Alors là, ça peut se battre ferme parce que certains diront qu'ils n'ont pas eu le temps de parole que d'autres ont eu. Et donc ça, c'est effectivement, ça peut être un facteur qui peut orienter et biaiser l'élection d'un élu. Parce que en fait, s'il y en a un qui parle plus que les autres, ben, il a plus, voilà, il peut mettre plus en place ses idées, plus, voilà, euh, on va dire comment se faire valoir, parce qu'il a plus de temps de parole, donc on lui donne plus de temps de parole, donc il va mettre ce temps de parole à profit pour faire en sorte justement de... euh, euh, parce que attention que le temps de parole reste, je veux dire, voilà, une arme. C'est mm, une arme. Donc quelqu'un qui va avoir un temps de parole beaucoup plus important que les autres, ben, il va essayer de l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte de l'exploiter au maximum pour, je veux dire, convaincre au maximum, puisqu'il a plus de temps que les autres pour convaincre. Et s'il a plus de temps de convaincre, ben, il va prendre ce temps pour vraiment convaincre. Et donc, si certains n'ont pas eu un même temps de parole, ben, vous aurez compris que les armes sont inégales et donc que les autres candidats sont lésés par rapport à un candidat qui a eu plus de temps de parole. Alors maintenant, c'est quelque chose qui peut-être qui peut biaiser, je vais dire, voilà la euh, qui peut biaiser, je veux dire, et bien sûr juridiquement parlant, si on veut mettre tout dans la légalité, ben, tout le monde a le droit à la parole, un temps, et pas à n'importe quelle heure aussi. Il y a l'heure de passage. Bon, si on fait passer un candidat avec un temps de parole bon, qui est le même pour tout le monde, mais s'il y en a qu'on fait passer à minuit, et l'autre à 8 heures du soir, et l'autre à 7 heures, et l'autre à 5 heures, 4 heures, ben, il y a les heures de passage, je veux dire, certaines regardent les médias voilà, voilà, se mettent à voir les médias à certaines heures. Hein. Je veux dire, il y en a à 11 heures, ils sont partis coucher pour aller travailler le lendemain. Donc, je veux dire, ils ne sauront pas voir si un candidat passe à 11 heures, 23 heures du soir. Quand je dis 11 heures, c'est 11 heures du soir, hein, c'est 23 heures. Ben, si tous ceux qui vont aller travailler et qui diront dormir à 22 heures, ben, ne pourront pas voir la personne qui va passer à 23 heures du soir, enfin à 23 heures. Donc, vous voyez que l'heure de passage, c'est fondamental aussi. Donc, si maintenant tout le monde a le même temps de parole, hein, et qu'on respecte les règles légales, tout le monde a le même temps de parole, et que le problème, c'est que maintenant, il faut voir à quelle heure passe et quelle chaîne passe. Parce que si on passe les chaînes, il faut en sorte que si une personne passe toujours sur une chaîne à forte audience, et qu'une autre personne a son temps de parole mais, sur une autre chaîne, qui a moins ça joue, ça peut jouer. Ça peut jouer. Alors là, je ne parle pas forcément pour la France, hein, je peux parler pour n'importe quel pays. Hein. Ça peut être, je veux dire, n'importe quel pays. Voilà, je ne fais pas une règle spécifique à la France, je parle pour voilà, tous les pays du monde. Hein. Tous les pays du monde doivent avoir un temps si on veut respecter des élections, quelles qu'elles soient, je veux dire, il faut un temps de parole des candidats qui peut s'exprimer et voilà, donner ses avis. Les heures de passage, il ne faut pas voilà, si vous allez par exemple faire passer, vous allez faire une réunion, donc une heure de passage, c'est par exemple une réunion qui se fait à 23 heures. C'est maintenant les gens en sortie d'usine. Voilà, si c'est une élection sociale, en sortie d'usine, les gens ne voudront pas venir à 23 heures, ils sont retournés chez eux, ils sont à 50 km de l'entreprise, ils ne vont pas revenir à 23 heures, ou à 22 heures, ou à 21 heures, ou rester, voilà,
Après leur boulot, ils sont fatigués, donc ils veulent retourner chez eux. Si vous leur dites, vous venez à 18 h voilà, parce qu'il y en a un qui doit, voilà, parler dans le cadre des élections sociales, voilà, avoir son temps de parole et donner ses avis, son programme, ben voilà, les gens, ils vont retourner chez eux. Ils seront fatigués, ils auront faim et ils veulent voir leur famille. Donc ici, bon, ça c'est un gros problème. Les heures de passage, euh, d'une réunion ou dans les télévisions ou les journaux ou tout ce qui est papier, journaux papier ou radio, peu importe, je veux dire. Bon, une radio n'est pas l'autre aussi. Hein. Quand je dis chaîne, c'est pas chaîne forcément TV. C'est une radio n'est pas l'autre, etc., etc. Ouais, donc vous voyez que là, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup déjà. Ce que je viens de dire, ça fait déjà beaucoup. Donc, euh, maintenant, on peut avoir la présentation de l'élu. C'est fort important. Sa présentation personnelle. Son feeling. Le feeling, quand je dis présentation personnelle, c'est son feeling. Comment il est. Bon, beaucoup de personnes aiment voir leur patron avec des chaussures bien cirées, un beau costume, belle cravate, ou un nœud papillon, enfin peu importe, chacun entrevoit voilà, le feeling, comment il le voit, un beau costume, belle voiture, voilà, il va pas venir en teuf-teuf, je veux dire, en short, hein. Voilà, donc certains veulent voir leur patron de la meilleure des manières pour eux, parce que bon, s'il va remplir un cadre euh, de responsabilité dans lequel il devra voilà, prendre des prérogatives, ben, il faut que la personne soit déjà à la base bien habillé, euh, qu'il soit bien, je veux dire, au niveau vestimentaire. Vestimentaire. Bon, attention ici, c'est la présentation personnelle, hein, c'est uniquement les habits. On peut, on peut ne pas plaire au niveau de la tête, mais s'il est bien habillé, ça change déjà beaucoup de choses. Donc, moi, je parle ici non pas du corps ou du corps, mais je parle de la présentation vestimentaire. Donc, quelqu'un qui est aussi, bien sûr, de son véhicule, comment il se présente, etc. Sa présentation. Et donc ça fait beaucoup aussi pour un élu. Un élu, s'il est mal présenté, ben, beaucoup de gens vont déjà euh, ne pas voter pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, bon, ouais, c'est qui ce monsieur qui essaie de nous représenter, qui sait même pas déjà s'habiller, voilà, qui s'habille comme un plouc et il veut nous représenter. Voilà, donc euh, ça, vous aurez compris que c'est fort important. Là, comment est-ce qu'on appelle ça? La présentation personnelle. Attends, mais ça ne suffit pas parce que il y a aussi la présentation faite par les autres. Alors elle peut être biaisée aussi parce qu'on peut présenter quelqu'un de manière sous ses faux jours, surtout si c'est un adversaire, ben on peut le montrer qu'il n'est pas en fait la personne qui pourrait se faire passer. Et là, bien sûr, il y a tout ce qui est la présentation faite par les autres, mais ça dépend si on est ami ou si on est un commentateur avec un parti pris ou pas. Un commentateur parce que certains commentateurs ont un parti pris. Hein, bon, ils sont pas tous, c'est des êtres humains, donc en fait, ils sont pas tous, je veux dire, cadrés. C'est pas des robots qui essayent de faire en sorte que toute parole doit être cadrée. Le commentateur, s'il a envie de dire certaines choses, bien sûr, dans les limites de la déontologie, et bien sûr de ne pas froisser comment on appelle ça, la direction, ou une personne, voilà, ben, il a le droit de parler et de dire ce qu'il veut, parce que c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Bien sûr, comme je vous ai dit, la présentation faite par les autres, ben, les adversaires euh, peuvent le présenter de bonne manière ou de mauvaise manière. Parfois, certains peuvent changer, peuvent le voir d'une certaine mauvaise manière, et puis après, bon, elles se disent, ouais, mais tout compte fait, c'est quand même quelqu'un qui est présentable et qui pourrait faire de bonnes choses. Alors, bien sûr, il y a toute une panoplie de personnes qui est le public, le public, euh, enfin, le public qui fait en sorte que
c'est lui qui est juge et parti. Enfin, il est juge, il est juge il est parti parce qu'il fait partie, c'est lui qui va voter, c'est le public qui va voter, donc c'est lui qui va se dire si la personne mm, a la présentation adéquate ou pas. Et donc dans le public, on a des personnes qui s'en foutent, oui. Donc il y a toujours des personnes qui sont d'accord, alors que celui qui n'est pas d'accord, il y a celui qui est d'accord, celui qui n'est pas d'accord et celui qui s'en fout. Voilà, on s'en fout, c'est Osef. On s'en fout, Osef. Et donc celle-là, bon, elle va même pas voter, elle va même pas aller voter parce que, ou alors elle ne va même pas voter pour cette personne-là parce qu'elle s'en fout de cette personne-là. Donc vous avez demandé la présentation de cette personne à cette personne parmi un échantillon du public, ben, soit elle est d'accord, elle a une bonne présentation, soit elle n'est pas d'accord, sa présentation n'est pas, non, elle n'est pas terrible, elle n'a pas envie de voir cette personne-là qui l'a représentée, et il y a d'autres personnes qui s'en foutent complètement de ce que vous racontez. Et ça dépend. Osef, ça dépend aussi de certaines psychologies. Il y a ceux qui s'en foutent pour plusieurs manières. Hein. Bon, il y a toutes les psychologies, il y en a 50 000. Enfin, il y en a je ne sais pas combien de psychologies qu'il y a, mais chacune des psychologies, bon, il y a une raison pour laquelle il s'en fout. Bon, ça peut être aussi maladif aussi. Hein. Il y a aussi des maladies psychiatriques qui font que la personne s'en fout de tout et bon, n'ira pas voter parce qu'elle a une maladie psychiatrique, elle a d'autres chats fouettés que dans son, voilà, elle a des problèmes, voilà, de, de soi, des problèmes de soi qui font en sorte que bon, n'a pas sa tête à voir si une personne est représentative ou pas au travers de sa présentation. Alors bien sûr, il y a aussi le nom de la personne, le prénom. Le nom-prénom peut jouer. Les noms prénoms peuvent jouer. Voilà. Le nom et le prénom peuvent jouer au niveau. Ça, c'est fonction aussi dans une élection qui fait en sorte qu'on n'a pas envie de voter pour un nom qui est. Je veux dire, chacun. Je vous ai dit, les élections, ça doit rester dans le cadre légal, démocratique. Si une personne n'a pas envie de ce nom, voilà, c'est son droit. C'est son droit. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut parce que c'est une élection euh, euh, basée sur un cadre légal et donc démocratique. Et toute élection démocratique, bon, fait en sorte que si la personne, elle n'a même pas à dire que c'est le nom qui ne lui plaît pas. Il y en a qui ne vont pas voter, surtout parce que le nom ne lui plaît pas. Mais elle n'a pas à se justifier. Dans une élection, ce qu'on demande, c'est juste un papier. Hein, un papier, c'est-à-dire de savoir si on a élu ou pas la personne. Ou si on a fait un vote blanc. À part ça, on s'en fout de la justification pour laquelle la personne a voté. Donc, si elle n'a pas pris une personne parce qu'il y avait son nom, son prénom, bon, elle fait ce qu'elle veut. Maintenant, certains vont voter parce qu'une certaine personne, au niveau des élections, au niveau des élus, ben, ils ont du bagou. Certains ont plus de bagou que d'autres. Euh, je ne sais pas si on écrit ça comme ça, bagou. C'est quelqu'un qui parle bien. Voilà, il faudrait que je regarde dans le dictionnaire le mot bagou. Je vais bien regarder, mais ça va prendre du temps. Tant que je cherche mon dictionnaire, etc. Voilà, donc bagou, c'est quelqu'un qui parle bien. Donc généralement, la présentation et le bagou fait en sorte que ben, c'est déjà un élément qui va venir déjà rentrer. Mais ça ne suffit pas. Alors, est-ce que ça suffit? Non. C'est nécessaire, on va dire que c'est une condition nécessaire, le bagou et la présentation, mais c'est pas une condition, c'est insuffisant, c'est pas suffisant, c'est pas quelqu'un qui parle bien, il y a beaucoup de gens qui parlent bien, voilà, et beaucoup de gens qui ont du bagou et qui parlent bien, et que ça ne suffit pas pour être élu. Malgré ça, la, la, beaucoup de gens, je veux dire, ne le voient pas ne le voient pas d'un bon oeil ou ne le font pas confiance ou tout simplement n'ont pas une appréciation de la personne pour une raison X ou Y. Comme j'ai dit, c'est comme pour le nom et le prénom, on s'en fout. La raison, il y a de multiples raisons. Maintenant, il y a aussi une histoire de taille, ce que j'appelle taille menstruation. Ça aussi, ça a à voir. Bon, qui a envie de voir dans, voilà,
personne responsable dans une entreprise lors des élections sociales qui soit tout petite. Oui, c'est une forme de discrimination, tout comme le nom ou prénom peut être une forme de discrimination. Mais on s'en fout. Le problème, si la personne n'a pas envie d'avoir une personne de petite taille lui représenter, voire une personne assez forte lui représenter, ben, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. C'est des élections. Euh, Ce qu'on veut voir dans l'urne, c'est juste un bulletin. Le bulletin ne demande pas de justifier. Bon, elle a rejeté la personne parce que, je veux dire, la taille ne lui convenait pas pour le voir, je veux dire, à prendre des responsabilités euh, officielles. officielles. Et donc, elle ne voulait pas se voir représentée par une personne qui était, je veux dire, petite, euh, voire assez forte, ou autre. Ça, c'est chacun entrevoit. Donc, la taille, la menstruation, et je veux dire, on va dire, en gros, le physique. Certains vont faire un rejet du physique, mais de toute façon, c'est comme ici, hein. Le nom, prénom, ça peut être. Bon, si une personne a une consonance étrangère, bon, certains ne vont pas voter pour cette personne-là. Et ici, le physique, s'il y en a que le physique ne leur plaît pas, ben. Bon, ça peut être un monsieur ou une dame, hein. Bon, le physique ne peut pas plaire voilà, si c'est l'élu est un monsieur, ben, les hommes et les femmes ne peuvent pas, je veux dire, vouloir du physique de la personne qui est un homme, ou au contraire, si c'est une femme qui est élue, bon, des hommes et des femmes ne veulent peut-être pas voir cette dame prendre ses responsabilités, voilà, parce qu'en fait, elle ne plaît pas, je veux dire, à beaucoup de gens. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Tous ces paramètres-là font en sorte que maintenant, il y a d'autres paramètres. Il y a l'âge. L'âge. Certaines personnes voudront une personne plus jeune, d'autres une personne avec de l'expérience, d'autres une personne pas trop âgée. Donc l'âge, c'est un facteur aussi déterminant dans voilà, les élections. Et bien sûr, vient des aspects fondamentaux, alors, et pas des moindres, parce que justement, même malgré ça, ça ne suffit pas. Tout ce que je vous ai dit là sont des conditions nécessaires, mais non suffisantes. Alors ici, une autre condition nécessaire, mais non suffisante d'être élu, mais c'est l'expérience. L'expérience sur base des années. Alors, est-ce une condition nécessaire? Oui. Est-ce une condition suffisante? Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que vous avez beau avoir toute l'expérience du monde, bon, vous serez rejeté par les électeurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris peut-être une personne avec un physique plus agréable, une meilleure présentation, un bagou, un meilleur bagou. Ça dépend, je sais pas moi comment ça peut se passer dans la tête des gens. Tout se passe dans la tête des gens, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Donc vous voyez les multiples facteurs et je pourrais en inclure beaucoup d'autres qui peuvent induire les électeurs à voter pour une personne ou une autre. C'est le groupe d'idées ou son parti politique. Le groupe d'idées ou le parti politique, voire le parti, quand je dis parti politique, ça peut être aussi voilà, un aspect religieux, voire un aspect sociétal. Alors, un aspect sociétal, c'est par exemple, je sais pas moi, des groupes. C'est des groupes qui se forment entre eux. Des groupes qui se forment entre eux. C'est des groupes qui sont liés entre eux par une affinité quelconque, hein. Ouais, on peut retrouver différents types de groupes euh, liés par une affinité. Par exemple, les gens qui sont, voilà, peuvent être liés par une affinité religieuse, une affinité politique, une affinité sportive, une affinité, voilà, pécuniaire, l'argent. Bon, s'ils peuvent avoir une affinité entre riches, une affinité entre pauvres, voilà. Donc pécuniaire, une affinité par groupe formé. Alors groupe formé, quand j'entends groupe formé, j'entends par exemple des groupes de motards, des groupes de motards, des groupes, on parle de, comment on appelle ça, voilà, il existe différents types de groupes. Vous pouvez imaginer toutes sortes de liens qui peuvent se faire ou se défaire, parce qu'un lien, ça ne se fait pas forcément, mais parfois il y a des liens qui se font par accord tacite et qui font en sorte que, bon, ils essaient d'être liés le plus longtemps possible au groupe.
Maintenant, une personne peut se délier du groupe sans aucun problème, mais parfois se délier d'un groupe, parfois ça peut, voilà, avoir ses effets désavantageux. Voilà. Euh, la par exemple, si quelqu'un sort d'un groupe, peut avoir par exemple une mise au pilori de cette personne. Ou voir payer certaines factures, pas forcément des factures pécuniaires, hein, ça peut être des factures, voilà, ça peut être d'autres factures qu'on peut imaginer. Alors ceci étant dit, donc, comme je l'ai dit, donc, bien sûr, c'est fort important. Si euh, euh, une personne est liée à un groupe d'idées, eh bien, si ça, beaucoup de gens reflètent ce groupe d'idées, ben, il y a aussi, je veux dire, c'est un avantage pour l'élu d'être pris en considération du fait qu'il fait partie, voilà, d'un groupe formé ou d'un groupe d'idées ou d'un groupe sociétal ou d'un parti politique ou voilà, de beaucoup de choses. On peut imaginer tout ce qu'on veut. On peut imaginer tout ce qu'on veut comme groupe. Donc, on a déjà une affinité par, par parti pris qui se fait ici en considération du fait que certaines personnes vont, bien sûr, des électeurs, vont avoir ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça, une vue, une vue, un lien, on va dire, une vue par l'intermédiaire d'un lien qui va se faire automatiquement, un lien automatique, du fait que les électeurs ont même, la même façon de penser que le, comment on appelle ça, comment on appelle ça, l'élu, enfin le futur élu. Ils ont la même façon de penser que le futur élu. Donc il y a une certaine forme d'affinité qui fait en sorte que, au niveau affinité, il y aura un lien qui va se former. Bon, ça ne suffit pas. Est-ce que ça suffit ça? Non, non, il y a encore d'autres paramètres qui peuvent entrer en jeu. Euh, je peux prendre par exemple la défense de ses idées. Bon, un élu va défendre des idées, la défense. Alors s'il défend mal ses idées, la défense de ses idées. C'est bien de faire partie d'un groupe, hein, mais ça, c'est pas encore suffisant. Comme je dis, c'est un tout. C'est un tout ici. La défense de ses idées interviendra aussi. S'il défend mal ses idées, bah, je crois pas que même qu'il fait partie d'un groupe où il y a une certaine affinité avec les électeurs, ben, les électeurs ne vont pas trop lui faire confiance parce qu'il ne défend pas bien ses idées et on se rend compte que bon, c'est pas la bonne personne. Et ça, bien sûr, quand est-ce qu'on va se rendre compte? Mais c'est au travers la défense de ses idées se fait justement euh, au travers de temps de parole, hein, de temps de parole ou d'actes. Il suffit de pas de parole aussi. C'est des paroles. Bon, et on va lui donner le temps de parole. Si maintenant on voit que au niveau du temps de parole, bah, il ne défend pas ses idées correctement, hein, qu'on se dit bon, il est à l'opposé de ses idées, bah, on va se dire bon, c'est pas un type de confiance pour défendre nos intérêts. Voilà. Ça, c'est une chose. Et il y a aussi les actes. Parce que, bon, si il a déjà été mis à l'épreuve au travers d'une certaine forme d'expérience et que les actes ont été euh, mal défendus ou mal pris en compte, ben, qu'est-ce qui se passe? Euh, ben, là aussi, c'est un facteur non négligent de non-vote. De non-vote vis-à-vis de cette personne. Donc il faut savoir défendre ses idées. Donc avoir un bagou, c'est une chose, mais la défense des idées, c'est pas parce qu'on a un bagou qu'on défend correctement ses idées. Le bagou, c'est savoir bien parler correctement et émettre, bon, énoncer de bonnes phrases, etc. Mais énoncer de bonnes phrases ne suffisent pas pour défendre des intérêts. Défense des intérêts et des idées. Les intérêts et les idées, ben, pour les défendre, il faut, le bagou ne suffit pas. Il faut quand même une certaine forme d'expérience. Du bagou, il en faut, mais une certaine forme d'expérience et au travers, voilà, une certaine visibilité
des idées sortantes. Les idées sortantes doivent être prises par les électeurs comme étant, je veux dire, celles dont les électeurs veulent. Les électeurs veulent. Il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait un lien. Le problème, toute la difficulté, c'est d'établir le lien entre les électeurs et les élus. C'est le lien qui doit être établi. Alors, si le courant passe dans un sens, c'est très bien. S'il passe dans les deux sens, c'est encore mieux. Ouais, parce que si le courant passe dans un sens, les électeurs doivent remettre des bulletins de vote. Et le bulletin de vote, il est remis, je veux dire, c'est la réponse. La réponse, c'est quoi? Quelle est la réponse ici? La réponse de l'unanimité voilà, des idées de l'élu, ben, c'est la récompense. La récompense, c'est quoi? Ben, c'est les électeurs vont répondre en masse. Donc il aura comment on appelle ça, un grand pourcentage d'élections. Mais ça ne suffit pas, parce que on peut avoir un grand pourcentage au niveau des élections, mais je veux dire, c'est quelqu'un d'autre encore beaucoup plus que vous, c'est un petit peu embêtant. Le problème, c'est une histoire. À ce moment, ça reste une histoire, voilà, de toute façon, on est toujours sur une base de 100%. Hein. Voilà, si une personne a eu 40%, voilà, supposez qu'il y ait 3 personnes, P1, P2, une deuxième a eu 42%, on va dire ça fait 82, il reste 18%, et une troisième personne a eu P3. Donc celui-ci, par exemple, il est éliminable d'office. Par contre, ça s'est joué entre deux personnes. Vous voyez que entre 40 et 42%, il n'y a que 2%. Voilà, 42%. Donc il y en a un qui a eu le gain, son gain de cause, grâce à 2% par rapport à l'autre. Ben, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Maintenant, c'est 2% sur combien? C'est vrai que ça reste un pourcentage. Sur combien de personnes? Sur 20 personnes. Si c'est une élection sociale, sur 1 million d'habitants, ou 5 millions d'habitants, ou 1 milliard d'habitants, ou je sais pas moi, si c'est en Inde, il y a 1 milliard 400 millions, 1 milliard 300 millions d'habitants, ou quelque chose comme ça, on approche la population chinoise, voilà, qui est plus de 1 milliard 400 millions d'habitants. Et donc, ouais, si c'est 40% sur 1 milliard 400 millions d'habitants, ça fait beaucoup. Hein. Donc, un pourcentage, ça dépend toujours du nombre de départs. Alors, voilà, 40 et 42%, de combien? Ouais, maintenant, 2%, ça fait beaucoup sur 1 milliard 400 millions d'habitants. Hein. Donc là, on ne peut pas se dire bon, qu'il n'y a que 2%. Maintenant, si c'est 2% sur 1000%, bon, vous faites 1000% fois 2% fois 1000. 1000 divisé par 100, ça fait 10 fois 2, ça fait 20. Donc là, sur 1000 personnes, ça fait pas beaucoup. Hein. 2% sur 1000 personnes, ça fait 20 personnes. Donc il n'y a que 20 personnes qui ont voté plus pour une personne, pour la personne 2 que pour la personne 1. Donc 2% là, c'est pas beaucoup. Mais maintenant, si vous avez 1 milliard d'habitants, comme 1 milliard 400 millions d'habitants, comme en Chine, 1 milliard 400 millions, et 2%, ça fait beaucoup. Hein. Là, on peut pas dire que, bon, il a eu 2%, et normalement, j'étais tout proche de lui. Non, ça va pas comme ça. Ça va pas comme ça. Ah, mais en tout cas, ça constitue 100%. Maintenant, avoir 40%, ça veut dire qu'il faut s'améliorer. Qu'est-ce qui n'a pas été pris en compte par rapport à la personne qui a 42%? Comment faire en sorte de dépasser la personne de 42%? Voilà, donc il faut travailler un peu plus ses points faibles. Pour travailler ses points faibles, qu'est-ce que l'autre a pu... pour étudier les points faibles, ses points faibles, il faut d'abord trouver aussi les points forts de l'autre. Il faut trouver les points forts de l'autre et étudier ses points faibles. Et une fois qu'on a trouvé les points forts de l'autre, essayer de les contrecarrer, voire les dépasser, parce que bon, s'il a des points forts, c'est difficile de les dépasser, mais on peut quand même les dépasser, mais c'est peut-être les contrecarrer d'une autre manière. Maintenant, les points faibles, on peut les travailler. Et donc, si ça ne réussit pas
cette fois-ci, ça peut réussir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc on peut toujours rattraper, je veux dire, son retard. Maintenant, si on ne rattrape pas sur 40 ans, 40 ans d'années, on fait des élections, on n'a jamais rien, je crois qu'il faut arrêter la politique, hein. Je veux dire, voilà. Si quelqu'un se donne, c'est comme un petit peu le loto, certaines personnes jouent pendant 40 ans, et la 40e année, elles finissent par avoir le gros lot. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Bon, elles n'ont jamais arrêté de jouer au loto jusqu'au bout du compte, se dire que je gagnerai quand même un jour et qu'ils ont fini par gagner un jour. Et ils ont gagné le gros lot, et le gros lot qu'ils ont eu, c'est un, voilà, euh, c'est un montant qu'ils ne recevront, qu'ils n'auraient jamais reçu en travaillant de leur vie, parce que le montant est tellement grand. Donc ils ont bien fait d'y croire jusqu'à la fin. Et donc si celui qui fait de la politique, il doit y croire, par exemple, si c'est de la politique, hein, voilà, il doit y croire jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas, je veux dire, tant qu'on vit, il y a de l'espoir, on peut vivre jusqu'à 80, 90 ans, voilà, pourquoi pas. Bon, bien sûr, tout dépend d'un pays à l'autre, il y a le, comment on appelle ça, le- l'âge moyen où on meurt, hein. L'âge moyen où on meurt, bien sûr, tout le monde n'ira pas 80, 90 ans, mais si, supposons qu'il y en a un qui a jusqu'à 80 ans, mais s'il a 40 ans à faire la politique, ben il a encore 40 ans, il peut pas encore, on ne sait pas jusqu'à quel âge qu'on meurt, ça c'est évident, ça c'est comme tout le monde, hein, ça c'est comme quelqu'un qui achète une maison demain, il peut mourir aujourd'hui, il achète une maison aujourd'hui, il peut mourir demain, ça, personne ne sait quand il va mourir, ça c'est sûr et certain. Mais malgré tout, il peut quand même faire des projets parce que le monde ici, il est basé sur le fait de faire des projets. Et donc, on peut faire des projets à long terme, même s'ils ne réussissent, ils n'aboutissent pas parce qu'on va mourir dans les 5-10 ans qui suivent. Mais au moins, on a tenté, on a essayé. Voilà. Ceci étant dit, qu'est-ce qui pourrait être comment on appelle ça, un paramètre, un paramètre au niveau des élections. J'ai dit là, ici en dernier, j'ai posé la défense des idées, et bien sûr, euh, la défense de ces idées. Il y a le programme. Effectivement, c'est fondamental. J'ai pas dit la défense des idées, parce que la défense des idées, je l'ai déjà dit. Ici, c'est son programme. De quoi est constitué le programme? Le but ici, c'est pas de défendre le programme, parce que la défense du programme se fait bien sûr en liaison avec son programme. On fait un programme, on le défend. Si on fait un programme qu'on ne défend pas, bon, ça ne sert à rien de faire un programme. Donc ici, le programme électoral ou le programme, je ne sais pas de quoi, parce que ça peut concerner tout et n'importe quoi, son programme doit être bien sûr bien défendu. euh, mais avant d'être bien défendu, faut le, voilà, le fournir. Le fournir en cadre réglementaire, en cadre voilà, de satisfecit, en cadre, dans le cadre de, voilà, d'affinité, dans un programme de, voilà, euh, qui peut faire jouer le rôle de projet, peut jouer le rôle de projet sociétal, de projet d'avenir, de projet national, de projet de groupe, de projet de, voilà, de conglomérat, enfin de projet de tout ce qu'on veut, voilà, de projet à venir. Donc le programme, c'est une chose, c'est la construction de ce que l'on des désirs, voilà, d'une partie des électeurs, désir des parties des électeurs qui peut être mis sous forme de programme. Programme, et puis bien sûr on défend son programme. Parce que écrire son programme et défendre son programme, c'est deux choses différentes. Alors, on met d'abord les briques, une fois qu'on a construit son habitation, ben, on défend l'habitation pour la vendre. On dit, bon, cette maison-là, ah, voilà, autant de degrés de protection pour voilà, l'isolation. Elle a ces quatre murs, euh, quatre murs. euh, euh, Elle a un jardin, elle a quatre murs. C'est une maison quatre façades, c'est ça que je veux dire. Quand je dis quatre murs, c'est quatre façades. C'est une maison quatre façades, elle a un certain degré d'isolation. Elle a un jardin d'un certain, voilà, d'une certaine surface. Et tralali, tralala. Donc, construire la maison, c'est la construire. Donc,
construire son programme, c'est construire son programme. Et construire une maison, c'est construire une maison. Par contre, vendre sa maison, c'est défendre, voilà, défendre sa constitution pour pouvoir la mettre en vente. Ici, son programme, il faut défendre son programme pour pouvoir le mettre voilà, sur un plateau et le présenter à ses électeurs pour qu'ils soient d'accord par rapport au programme et bien sûr par rapport à la défense prise par le programme. Alors bien sûr, ce qui peut être fonction aussi des élections, c'est les erreurs, les passifs, ce qu'on appelle les passifs des élus. Tout le monde n'est pas blanc. Voilà, on apprend de ses erreurs, bien sûr. Et bien sûr, quelqu'un qui a eu des postes à responsabilité, bon, elle a quand même commis parfois des erreurs avec des passifs parfois judiciaires. Hein. Bon, je veux dire, voilà, avoir un poste de responsabilité, c'est pas, je veux dire, quelqu'un qui a un poste de responsabilité, il est bien payé. Pourquoi il est bien payé? Parce que c'est justement un poste de responsabilité. Donc, normalement, il n'a pas le droit à l'erreur, mais certaines personnes commettent des erreurs malgré tout, parce qu'on est tous des êtres humains, on n'est pas des robots, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un robot, lui, bon, et encore, il faut encore voir si le robot ne fait pas d'erreur. Ça peut arriver. Même si les chances sont plus petites de faire des erreurs pour un robot que pour... s'il voit une pièce est usée dans un robot, voilà, s'il n'y a pas eu de maintenance, fatalement, elle va commencer à faire des erreurs. Ici, c'est pareil. Si bon, on est des êtres humains, on a tous commis des erreurs un jour ou l'autre, et plus quand on est responsable, ben, je veux dire, on est tenu à ne pas faire d'erreurs, mais ça peut arriver. Et donc on peut avoir des passifs aussi, des passifs du style judiciaire, des passifs de style de toutes sortes. Un passif, bon, vous avez une réunion et vous insultez quelqu'un, ben, tout peut arriver. Tout peut arriver, je veux dire, fallait pas insulter, oui, on sait bien qu'on a fait une erreur, qu'on ne devait pas, mais on l'a fait quand même. Parce que ça a été beaucoup plus vite que... voilà. Alors, certains ont eu des entreprises, ont fait, bon, faillite, ben, elles ont des passifs au niveau économique. Malgré tout, on ne peut pas juger, parce que avoir une faillite, on peut se reprendre par après, et je veux dire, faire en sorte que travailler ses erreurs pour qu'elles ne se reproduisent plus. Donc, mais certains vont juger à tort et à travers en disant qu'elle a fait des erreurs, mais n'a plus le droit à être élu. Ça va pas comme ça. On peut avoir fait des erreurs et, je veux dire, se rattraper, je veux dire, dans le futur. Parce que les erreurs peuvent être tout simplement... voilà, l'erreur peut être prise comme quelque chose qui ne doit plus se représenter. Et si elle se représente plus, tant mieux. Parce qu'on a déjà gagné quelque chose. Donc faire des erreurs, c'est possible, mais il ne faut plus qu'elles se reproduisent. Maintenant, il ne faut pas que ce soit des erreurs trop graves non plus. Hein. Parce qu'une erreur trop grave, bon, là, c'est des condamnations qui peuvent faire en sorte que la personne ne puisse plus se présenter en tant qu'élu. Alors, bien sûr, certains vont regarder le domaine d'études de la personne qui est, on va dire, candidate à un poste, vous regardez son domaine d'études. Parce que cette personne-là, oui, d'accord, elle a un bagot, oui, d'accord, elle se présente bien, oui, d'accord, elle a peut-être pas d'erreur, pas de passif, c'est très bien tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fait comme étude? Est-ce qu'elle est capable de répondre à un poste de responsabilité qui demande du haut niveau? Et ça, c'est bon, c'est corps. Autant, tout à l'heure, j'ai parlé d'expérience. L'expérience et le domaine d'études, il n'y a pas forcément de lien. Hein. On peut avoir une très grande expérience et ne pas avoir fait des études, comme on peut ne pas avoir d'expérience et avoir voilà, des grands diplômes ou plusieurs diplômes. Donc, vous voyez que, ou alors on peut avoir les deux. On peut avoir fait des grandes études et avoir l'expérience. Et là, on a les deux. Mais alors, là, bien sûr, il faut voir l'expérience, comment elle a été réalisée au cours du temps. Parce que si une expérience, c'est pas forcément qu'on monte. Bah, je vous ai dit, tout le monde fait des erreurs. On peut faire des zigzags. On peut monter, faire des zigzags. On apprend de ses expériences. Hein. L'expérience, elle, voilà.
aujourd'hui, on a bien travaillé, le lendemain, il se passe des mauvaises choses qui font en sorte qu'on ne veut plus que ça se reproduise. Or, une mauvaise expérience qui ne se reproduira pas, bon, la probabilité, tant que vous travaillez, vous êtes sujet à des erreurs. Il n'y a que celui qui ne travaille pas qui ne fait pas d'erreurs. Et encore, faut encore voir. Donc, les erreurs sont le fruit de tout. Mais le tout, c'est de ne pas faire des erreurs très graves. C'est surtout ça. Parce que des moments où une erreur très grave peut être induite et qui peut couler un pays ou quelque chose comme ça, ou couler une entreprise, ça c'est grave. Ça c'est très hyper grave. Ou voilà, créer une guerre ou créer la mort de quelqu'un au sein d'une entreprise ou peu importe. Bon, il peut y avoir des erreurs graves qui font en sorte qu'on n'a plus envie de voir la personne. Et donc, on a aussi tout ce qui est le pourtour de l'élu. Le pourtour de l'élu va être aidé par ses souteneurs. Par exemple, au niveau financier. Par exemple, par une administration. Par rapport aux médias. Il peut être soutenu par rapport aux médias. Plus, voilà, il a plus voilà, plus de relations vis-à-vis des médias. Donc, les médias ont envie de cet élu, voilà, le présenter sous ses meilleurs atours. Et donc, voilà, il y a les amis. Les amis, il y a les médias, et on va dire les pouvoirs extérieurs. Certains pouvoirs extérieurs peuvent venir en tant qu'aide. Les pouvoirs extérieurs peuvent venir en tant qu'aide pour un élu, pour pouvoir donner un petit coup de pouce. C'est le petit coup de pouce, ou le gros coup de pouce. Attention, comme on l'entend, c'est peut-être un petit coup de pouce, peut-être un gros coup de pouce, parce que parfois, un pouvoir extérieur peut ramener un gros coup de pouce que voilà, qui va faire en sorte que la personne qui est à 40% et l'autre à 42%, là on va avoir par exemple 39, et supposons qu'il n'y a que deux personnes, P1, P2, non, ici si je fais que deux personnes, ça va pas. Parce que c'est vrai qu'il faut P1, P2, P3, je comprends, mais ici, supposons qu'il y en a un qui a 48% et l'autre 52%, s'il y a un coup de pouce qui peut venir, ça peut se voir au niveau des pourcentages de l'élection. Hein. Il y en a un qui va faire 40, 45 et l'autre il va voir le restant à 55. Et d'où vient voilà, ce petit gain-là ce petit gain-là provient parfois des pouvoirs extérieurs. Alors, ça peut être aussi des pouvoirs d'argent. Hein, voilà, il y a aussi des. Voilà, comment est-ce qu'on appelle ça alors, ça, je mettrais ça sur un autre paramètre qui est ce qu'on appelle les financements. Bon, qui peut provenir de beaucoup de choses. Hein. Bon, alors ici, j'ai parlé de pouvoir extérieur. Pouvoir extérieur peut ramener des financiers extérieurs. Voilà, pouvoir financement culte. Et ça, bon, c'est interdit, mais beaucoup de gens le font pour essayer de, je veux dire, faire en sorte que la machine, hum, on pousse la machine pour essayer de gagner. On fait tout, on met tous les atouts pour gagner, quitte à tricher. Bon, beaucoup de gens trichent pour essayer d'avoir les petits pourcents qui leur manquent. Tout est bon pour essayer de gagner. Bon, c'est un petit peu comme dans beaucoup de jeux, beaucoup de gens essayent de faire en sorte de tricher pour gagner. Et ça, c'est connu depuis que le monde est monde que bon, tous ceux qui font de la compétition ne sont pas forcément des personnes saines. Mais tous ceux qui font de la compétition ne sont pas tous des tricheurs non plus. Voilà, donc c'est pour ça que bon, on comprend que dans le football, il y a voilà, du dopage, dans le cyclisme aussi. Voilà, donc on comprend que pour certains, ils veulent gagner. Et s'ils veulent gagner, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils essaient de tricher. Voilà. Bon, et maintenant, si elles ont triché et qu'ils ont gagné, mais qu'ils ne se sont pas fait attraper, ils ont quand même gagné. Voilà, et ça est toute l'astuce. Voilà. Ben, certains vous diront, oui, j'ai pas envie de tricher. Ah ben, si t'as pas envie de tricher, ben, écoute, l'autre a triché, il a gagné, il a rien eu. Il a pas été réprimandé. Ce qu'il a fait, il a osé tricher. Ah, voilà. C'est malheureux à parler comme ça, mais tous les coups sont permis. On peut avoir des coups bas. Voilà. Ici, on est en face d'une lutte, une lutte, une lutte de, voilà, ça reste une lutte de pouvoir parce que c'est une élection, c'est attribuer le pouvoir au travers d'un cadre légal. Mais dans le cadre légal, il y a des coups bas. Et ça, tout le monde le sait. Voilà, il y a des invectives, il y a
voilà, des remontrances, il y a des financements qui passent voilà, de compte à compte, etc., etc. Et ça, bon, ça se passe dans tous les pays du monde. Quand il y a du pouvoir, il y a des luttes de pouvoir. Et s'il y a des luttes de pouvoir, on va dire tous les coups sont permis. Et certains ne vont pas hésiter au coup. S'il faut faire tomber comment on appelle ça, un adversaire, ils sont capables de le faire. Euh, Quitte à avoir la justice contre eux et essayer de minimiser les faits ou de nier les faits. Donc tous les coups sont permis. Le tout c'est de gagner et d'avoir le pouvoir qui est voilà qui est mis en jeu. Donc ici on a les pouvoirs, les, les souteneurs. Ici c'est les souteneurs. Hein, j'ai marqué soutenir, c'est soutenir. C'est les souteneurs, les amis, etc. Ça peut être la famille, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Famille, c'est toute personne qui vient aider sur les à côté. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, il y a les mécanismes de pensée. Bon, aussi bien au niveau des électeurs, comment ils pensent, et les mécanismes de pensée au niveau du futur candidat. Enfin, du candidat à l'élection. Il y a des mécanismes de pensée qui se font chez chacun. Et là, on rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu de la psychologie, voilà, son idéologie, voilà, etc., etc. Bon, idéologie, je pourrais même mettre ici sa psychologie. Alors tout à l'heure, j'ai parlé, je ne sais pas où, j'ai parlé de parole défense, acte des idées. Euh, voilà, il y a l'erreur de passif, erreur ou passif. Ici, je pourrais rajouter ces condamnations précédentes. Si un élu, un candidat a eu des condamnations présentes ou de futures ou actuelles. Il peut peut-être, voilà, il peut pas avoir des condamnations actuelles. Tant qu'il n'a pas été jugé, je veux dire, il peut se présenter. Tant qu'il n'a pas été jugé, il peut se présenter. Et donc ici, je pourrais mettre dans ces financements, enfin dans ces soutiens, ici je vais mettre ces soutiens. Souteneur, je vais mettre ces soutiens. Je sais pas si avec un T, soutien. Je sais pas si c'est un T, mais enfin bref. Enfin, à la fin, soutien. Bon, je vais retirer le T. Je suis pas sûr, donc je vais enlever le T. Et donc là, quand vous regardez bien ces soutiens, tout ça, c'est ce qu'on appelle les relations, le monde des relations. Avoir des relations, c'est fondamental dans la vie. Celui qui est esselé n'arrivera à rien. Il faut des relations de personne à personne. Et c'est parce que donc des relations, avoir des relations sociales. Plus on a des relations sociales, plus euh, on a des relations sociales et plus, je veux dire, on a, c'est parce que ça peut être un outil. Hein. Les relations sociales, c'est un outil. Une fois qu'on a besoin d'aide d'une personne qui peut nous ramener un petit peu plus de voix au travers d'un groupe, d'un autre groupe, d'un sous-groupe, ben, si la personne sait vous aider à ramener au travers d'un sous-groupe des voix, ben, elle va parler, elle va téléphoner en disant bon, je peux faire quelque chose pour vous quand je serai élu, mais pour ça, faites en sorte que votre groupe social fasse adhérence à mon projet. Voilà, il y a donc là, dès le moment que vous avez dit ça, une personne va se charger
d'aller chercher le groupe social et de, enfin, pas aller chercher, mais disons, comment ce qu'on appelle, j'arrive pas à trouver le mot, c'est essayer de faire adhérer, on va dire, faire adhérer, parce que les gens, c'est pas parce que vous allez leur dire euh, de voter un certain candidat qu'ils vont voter. Hein. Vous allez essayer de tenter d'amadouer, je veux dire, votre groupe social pour avoir ça, un écho du groupe social. Voilà. Ceci étant dit, donc vous voyez que ça c'est pas mal de paramètres. Je pourrais encore en rajouter beaucoup. Il y a beaucoup de paramètres qui font en sorte que vous avez, vous avez des électeurs qui vont voter pour un candidat. Un candidat. Et justement ici, je parlais de un petit peu, juste un exemple d'inférence statistique, qui est l'ensemble des techniques permettant d'induire les caractéristiques d'un groupe général, la population partielle d'un groupe d'échantillons. Alors, par exemple, quand il y a eu un vote, supposons qu'il y a un vote qui est en train de se dérouler, hein, le vote est en train, mais il y en a qui ont déjà commencé. Alors au soir, vous avez le journal parlé, bien sûr le soir de l'élection, des premiers votes. Par exemple, si c'est l'élection présidentielle, hein, ici je prends une élection présidentielle, et c'est le cas par exemple en France, l'élection présidentielle en France, mais beaucoup de gens sont étonnés qu'au journal de 20h, bien sûr il y a les titres, hein, c'est pas quand je dis 20h, ils vous annoncent par exemple dans les titres, ben, on sait que le pourcentage de candidats sera compris par exemple entre le vote n'est pas terminé, je vous rappelle ça. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudra bien comprendre les statistiques inférentielles. 51,4 et 52,7%. Voilà. Donc, on sait que le pourcentage de tel candidat sera compris, bon, un candidat bien particulier, compris entre 51,4 et 52,7%. C'est un exemple. Un exemple. Alors, on devrait dire on prévoit, mais avec une confiance très grande, en l'exactitude du résultat. Alors, cette précision se réalise à partir, bien sûr, du dépouillement de quelques milliers de bulletins seulement. Et ça, ce sont les prouesses de quoi? De l'inférence statistique. Et vous voyez qu'ici, entre 51,4 et 52,7, si vous faites la différence, ça fait 3, 52 moins 1, ça fait 1,3%. Vous voyez que c'est 1,3% d'écart. On est vraiment dans une zone, voilà, on est assis dans une zone, là 51, je vais mettre 51, 52, bon parce que voilà, vous êtes dans une zone, voilà, ici, et vous pouvez prédire rien qu'avec un échantillon, parce que les votes ne sont pas encore terminés, hein, les votes sont toujours en cours, que vous allez vous situer, le candidat sera situé ici, candidat X. Candidat X. Il va être situé entre 51,4 et 52. Donc, autant dire que vous avez, on va dire, un petit écart de 1,3 où vous êtes sûr et certain qu'il va se situer là. Donc, l'écart n'est même pas grand. Hein. C'est tout petit comme écart. Grâce aux techniques d'échantillonnage qui va permettre de, bien sûr, de formaliser, voilà, une probabilité relative, enfin, un résultat relatif au groupe. Et donc, ça, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'inférence statistique, grâce à des calculs qu'il y a derrière. Et donc, si je prends ça ici, vous voyez bien qu'ici, l'inférence statistique est l'ensemble des techniques permettant d'induire les caractéristiques d'un groupe général, la population, à partir de celles d'un groupe particulier, l'échantillon, en fournissant une mesure de la certitude de la prédiction. Vous voyez qu'ici, il n'y a qu'un écart de 1,3%. En fournissant une mesure de la certitude de la prédiction, qui est la probabilité d'erreur.
Alors bien sûr, la méthode d'inférence statistique ont connu deux grandes phases de développement. La première commence à la fin du 19e siècle avec les travaux de Pearson, Fisher, Neyman, Egon Pearson. Attention qu'il y a eu qu'à Pearson et Egon Pearson, il y a deux Pearson, hein, pour ça qu'ils vous disent. Voilà. Et Abraham Wald, voilà, qui dégage les notions fondamentales de vraisemblance, de puissance, de tests d'hypothèse. Ce sont les tests d'hypothèse et les intervalles de confiance. Bon, mais attention qu'après, la seconde période qui perdure aujourd'hui a été rendue possible grâce à la puissance de calcul des ordinateurs. Alors, la puissance de calcul des ordinateurs, c'est toujours ça qui fait en sorte que on a un état d'avancement des lieux. C'est un petit peu comme Blaise Pascal quand il a fait sa machine, mais il a pu calculer des puissances binomiales. Des puissances binomiales. D'où le fameux paradoxe qui n'en était pas un, puisqu'en fait on dit paradoxe de... Voilà, je ne sais plus comment il s'appelle, paradoxe de... Où il y a plusieurs paradoxes, je ne sais plus comment il s'appelle, paradoxe... un des paradoxes du chevalier de Méré, parce que chevalier de Méré, il y a eu plusieurs paradoxes. Je ne sais pas si c'est de la famille ou pas de... comment il s'appelle, de Pascal, Blaise Pascal. Je ne sais pas si c'était de sa famille. Où ils ont en discuté, j'en sais pas plus. Si c'était dans un chariot ou dans un château ou je sais pas, où il parlait de ça, de ces paradoxes. Mais en tout cas, il a lancé plusieurs paradoxes, dont un était avec la loi binomiale. Et vous aurez compris que si la loi binomiale est une puissance, une petite puissance, ben, vous aurez une droite. En dehors de droite, ben, vous allez avoir euh, voilà, des puissances. En dehors de la droite, qui est un cas particulier de puissance, vous allez avoir des puissances. Donc c'est normal qu'il y en a une qui sera une relation linéaire et d'autres une relation de type exponentielle de base en fonction du succès. Et donc, Blaise Pascal, lui, il a pu entrevoir plusieurs fois le test en faisant, grâce à sa machine à calculer, la machine de Pascal, qui était une espèce de, on va dire, on va pas dire un ordinateur, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'ordinateur, mais une petite machine à calculer qui permettait déjà de calculer des grandes valeurs. Et donc, ça permet une évolution. Donc, les outils de calcul permettent une évolution. Et donc, ici, c'est le même. Vous avez ici la seconde période qui perdure aujourd'hui a été rendue possible grâce à la puissance de calcul des ordinateurs. Les ordinateurs ont amené un plus. Ici, vous dites, et à la banalisation de l'outil informatique à partir de la fin des années 40. Ces calculs ont permis de dépasser les hypothèses traditionnelles d'indépendance et de normalité, comme du point de vue mathématique, mais souvent simplistes pour donner toute leur fécondité à des concepts même anciens comme l'hypothèse bayésienne. L'informatique a permis aussi l'explosion des techniques de simulation par application des techniques de rééchantillonnage, la méthode de Monte-Carlo, Bootstrap, Jackknife, je m'excuse, Jackknife, etc., imaginé par John von Neumann, Stanislas Ulam, Bradley Efron, Richard von Mises. Je vous remercie.